Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'utilisation de NATS dans un contexte de pub sub, donc Publish Subscribe. Et on va illustrer cet exemple avec trois étapes. On va voir la mise en place d'un cluster NATS, on va ajouter des producteurs de messages, et on va ajouter ensuite des consommateurs de messages. On va commencer par mettre en place un cluster NATS, ça veut dire plusieurs instances de NATS qui vont communiquer les unes avec les autres. Et on va voir que c'est relativement facile. Si on regarde dans la documentation sur le site nats.io, on va voir directement en fait un fichier compose qui va nous permettre de mettre un cluster en place très facilement en local. Le fichier compose, c'est celui-ci. On va retrouver ici trois services, NATS, NATS1, NATS2. Chaque service est basé sur l'image NATS, donc la dernière version. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que on a donc le premier service NATS qui est lancé avec les valeurs par défaut. On a ensuite NATS1 et NATS2 qui ont des commandes additionnelles. Ces commandes additionnelles, ça va permettre de dire à NATS1 et NATS2 qu'ils vont aller rejoindre la première instance NATS. On le voit ici avec le --route par exemple, où on va lui dire d'utiliser un login password pour rejoindre NATS sur le port 6222. La même chose pour NATS2. Ça veut dire que lorsque NATS est lancé, il va écouter en fait lui-même sur son port 6222 et il va attendre que d'autres instances se connectent. Et ces d'autres instances vont pouvoir s'y connecter à l'aide d'un login password. On le voit ici, AirUser et Top Secret, c'est écrit d'une façon un peu particulière. L'idée c'est que lorsque NATS est lancé, donc le premier service, il y a une configuration par défaut qu'on pourrait changer mais que je n'ai pas changé ici, qui permettent à d'autres instances de se connecter via des credentials qui sont définis dans ces valeurs par défaut. C'est pour ça que ces credentials, on les utilise là. C'est encore une fois des valeurs qui sont par défaut dans la première instance de NATS. Donc ça veut dire que lorsqu'on va lancer notre fichier Docker Compose, les différents services vont être lancés et NATS1 et NATS2 vont essayer de se connecter. Ils y arriveront, il n'y a pas de raison pour ça. Ils vont se connecter au premier service NATS et on aura donc un cluster de 3 instances de NATS. Alors c'est important d'avoir un cluster pour s'assurer que le système soit résilient, de façon à ce que si on perd une machine, on a toujours des messages qui vont pouvoir s'échanger au sein de notre système NATS. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a un cluster, on verra ensuite les clients qui vont se connecter à ce cluster, à la fois des consommateurs et des producteurs. Ces différents clients vont pouvoir en fait se connecter à n'importe quelle des machines. Et s'ils envoient un message depuis l'une des machines, d'autres clients qui seront connectés depuis d'autres machines du cluster recevront quand même ces messages. Donc c'est vraiment important de mettre en place un cluster. Alors ici, c'est relativement simple, on utilise Docker Compose, donc ça veut dire qu'on va avoir nos 3 instances sur la même machine. Évidemment, en production, on ne fera pas des choses comme ça. Si on déploie dans un contexte de cloud provider comme AWS par exemple, on s'assurera de mettre en place nos différentes instances sur une zone de disponibilité dans une même région par exemple. Donc chaque instance dans sa propre zone de disponibilité. Donc, pour s'assurer que si on a une zone de disponibilité qui tombe, le cluster est encore en bon état de marche. Donc voilà un petit peu l'idée de ce fichier Docker Compose que vous pouvez retrouver dans la documentation. Je mettrai le lien sous la vidéo et ça va nous permettre donc de lancer un cluster NATS en local. Une petite parenthèse, on définit aussi dans ce Docker Compose le networks ici. Donc networks qui s'appelle NATS, on peut regarder que chacun des services, NATS, NATS1, NATS2, sont connectés à ce network. Ça permet en fait d'avoir une résolution de nom aussi, de façon à ce que NATS1, NATS2 puissent communiquer avec NATS, le premier service, simplement en utilisant son nom comme on le voit ici. Donc, on va maintenant lancer ce cluster. Alors dans mon répertoire NATS, j'ai le Docker Compose et des clients sur lesquels on reviendra un petit peu après. Alors je vais simplement faire un Docker Compose up-d pour créer notre cluster NATS. Donc il va déjà créer le network qui s'appelle NATS et il va créer les différents services qui vont être rattachés à ce network. Et ensuite faire en sorte que les différentes instances et différents services se connectent les uns avec les autres. Donc si je fais ensuite un Docker Compose ps, je vois effectivement maintenant que j'ai bien mes différentes instances de NATS qui sont en cours d'exécution.
On passe maintenant à la seconde étape, c'est l'ajout de producteurs, c'est-à-dire des process qui vont envoyer des messages dans notre cluster NATS. Alors ici, on va considérer des devices IoT par exemple, ESP8266 ou Raspberry Pi sont des choses qui sont très utilisées dans ce monde-là et qu'on va pouvoir programmer avec des langages de haut niveau comme Python par exemple. L'idée ici, c'est de dire que ces devices, elles vont envoyer de façon régulière des payloads en JSON que j'ai illustré ici avec timestamp et value. Elles vont envoyer ça sur un event, l'identifiant qui leur correspond. Le sujet, ce sera ça, ce sera event.identifiant. Donc la première enverra sur event.123, la deuxième sur event.456. Donc ce sera différents sujets qui seront utilisés dans NATS, et sur chacun de ces sujets, on aura donc des messages qui vont être envoyés. Alors, encore une fois, ici j'utilise des devices IoT, mais ça pourrait être n'importe quel serveur standard qui pourrait envoyer n'importe quel type de données, JSON ou autre, dans un cluster NATS. Ici, c'est juste pour l'exemple. J'ai ici le code qui va être utilisé pour que ces devices puissent envoyer des messages dans notre cluster NATS. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce code-là, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. L'idée, c'est qu'ici, on a un code en Python qui va utiliser une librairie NATS, et grâce à cette librairie, elle va se connecter au serveur et envoyer régulièrement des messages. Alors, comme on le voit ici, on va commencer par la dernière fonction ici, la fonction main. Elle va permettre en fait de définir une liste d'options, et ces options sont l'ensemble des serveurs de notre cluster. Donc on le voit à NATS, localhost, qui va écouter sur 3 ports différents, 4222, 223, 224. On a NATS, le service NATS qui écoutera sur le premier, NATS 1 sur 4223 et NATS 2 sur 4224. Et on va ensuite dire simplement à notre client NATS de se connecter au serveur. Donc ça veut dire qu'il va essayer de se connecter au premier serveur, si ça ne marche pas au deuxième, etc. Ce qu'on va faire après, c'est définir une tâche qui va tourner en continu, et cette tâche, c'est basé sur la fonction sending. Cette fonction sending, c'est juste une boucle qui s'arrêtera jamais, qui va définir le timestamp actuel, qui va prendre une valeur aléatoire, on va dire, dans un range entre 20 et 40, c'est juste pour l'exemple ici, et qui va envoyer cette valeur sur notre cluster. Alors il enverra cette valeur sur un sujet particulier, events.l'identifiant qui aura été fourni au script producer.py, on le verra juste après. Et à chaque fois qu'il va envoyer un message, on indiquera donc que le message a été envoyé. Et toutes les 5 secondes, on aura donc l'envoi d'un nouveau message. Alors, on va voir que notre cluster tourne toujours. On a les 3 services qui sont là. On va rajouter des clients maintenant. Donc dans client, j'ai différents scripts, dont le script de producer. On verra sur les 2 autres scripts juste après. Notre producer, on va lui dire, donc il sera lancé, producer.py, avec l'identifiant 1, 2, 3. Donc on va imaginer que c'est une device IoT, je ne fais pas le test ici sur des vrais devices, on va juste simuler ça. On n'a pas de problème avec des devices comme le Raspberry Pi ou le ESP8266 de lancer du code Python. Ça pourrait vraiment être des choses qui sont envoyées directement depuis les devices. Et là, je vais voir que régulièrement, toutes les 5 secondes, il y a un timestamp et une valeur, donc valeur aléatoire, qui est envoyée sur notre cluster NATS. Je vais faire la même chose en simulant une autre device, un autre identifiant, 456 comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, là on a maintenant nos 2 devices qui envoient régulièrement sur des sujets différents. Le premier c'est sur le sujet events.123 et le deuxième sur events.456, mais elles envoient le même format de payload, avec un timestamp et une valeur. Dans cette 3e étape, on va donc ajouter des consommateurs. Ce sont donc des process qui vont se connecter à notre cluster NATS et s'abonner à certains sujets, et ils seront donc capables de recevoir tous les messages qui ont été publiés sur ces sujets. Le premier process qu'on va considérer, c'est DataStore. Lui va s'abonner à event.supérieur, ça veut dire qu'il recevra tous les messages qui sont publiés dans la hiérarchie event.quelque chose. Son but, DataStore, c'est donc de récupérer les messages et de les mettre en base, par exemple. On aurait ici aussi un autre exemple, alert-handler, qui va s'abonner au même type de sujet et dont le but sera finalement de regarder si dans les messages qui arrivent, il y en a qui ont une valeur supérieure à un certain seuil, par exemple. Et en fonction de ça, il pourra envoyer une alerte
par SMS, par email, etc. Donc ce sont deux process d'exemple qu'on va voir juste après. Et ces process-là vont donc réagir à des messages qui sont envoyés par les producteurs. Dans le code qui est ici, j'ai un peu la même approche de ce que je vous avais montré dans la partie producteur. On a ici le data store qui va être simplement un process qui va se connecter au cluster. Donc de la même façon, en fait, on va lui donner une liste de serveurs et continuellement, il va écouter, on le voit ici, un sujet particulier. Ça veut dire qu'il va recevoir tous les messages qui seront publiés sur ce sujet. Et à chaque fois qu'un message sera publié sur ce sujet, il y a une méthode ici qui s'appelle MessageHandler qui sera déclenchée. MessageHandler, elle va juste récupérer le message, extraire les données du message, simplement indiquer que le message a été reçu et aussi indiquer sur quel sujet il a été reçu. Parce que lorsque notre data store écoute sur event.supérieur, en fait, il va récupérer l'ensemble des messages qui sont publiés sur des sujets dans cette hiérarchie. On en verra un exemple juste après. Et il va après nous dire, voilà, l'événement a été correctement mis en base. Ça, c'est quelque chose qui manque que je n'ai pas implémenté ici, mais l'idée c'est d'ajouter ensuite l'implémentation pour pouvoir sauver ces événements-là, par exemple, dans une base de données. Si on regarde la partie Alert Handler, c'est un peu la même chose, sauf que là, j'ai fait en sorte de vérifier la valeur qui est envoyée. Si cette valeur est supérieure, par exemple, à un seuil ici, 35, on va juste dire « Attention, j'ai dépassé le seuil, je vais envoyer une alerte ». Je n'ai pas implémenté la logique d'envoi d'alerte, mais l'idée ici, c'est juste de montrer qu'on peut avoir plusieurs consommateurs, que chaque consommateur peut implémenter des logiques de traitement particulières. Donc je retourne sur le terminal que j'avais laissé ici. Donc pour rappel, en haut, c'est le lancement de notre cluster NATS. Sur la gauche, c'est les deux simulateurs de device qui ont été lancés, qui continuent à envoyer régulièrement leurs données dans le cluster. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon data store. Et le data store, je vois qu'il écoute sur events.supérieur. Et à chaque fois qu'il reçoit un message, je vois que les messages, en fait, ils viennent de différents types de sujets. On voit ici que j'ai un message qui vient de Events 123, Events 456, etc. Donc ça veut dire que notre data store, le fait qu'il écoute sur event.supérieur, ça lui permet aussi de récupérer tous les événements de la hiérarchie. En fait, on aurait même pu mettre event.étoile, ça aurait été suffisant. Event.supérieur, ça permet d'avoir des choses qui seraient encore plus loin dans la hiérarchie, si c'était le cas, si on avait par exemple des producteurs qui envoyaient sur event.123.data ou quelque chose comme ça, on serait capable de les récupérer aussi avec ce formalisme de event.supérieur. Donc on va lancer ensuite un second, cette fois-ci c'est le alert handler. Et notre alert handler, il va écouter sur event.supérieur aussi, et il va regarder donc tous les messages qu'il reçoit. Et si normalement on a une valeur qui est supérieure à 35, il va simplement nous le dire et dire attention, j'ai une valeur supérieure à 35, du coup je vais notifier quelqu'un pour alerter de ce dysfonctionnement. Chose qu'on peut voir ici par exemple, voilà, on a sur le event.123 une alerte puisqu'on a un 3905 par exemple et qu'on dépasse donc le seuil de 35. Et on va voir qu'à chaque fois qu'il va détecter quelque chose qui est supérieur à 35, il va nous le dire et il pourrait effectivement envoyer une alerte. Donc voilà simplement ici des exemples de producteurs, de consommateurs, de messages qui nous permettent de voir comment fonctionne notre cluster NATS et comment fonctionne l'échange des données entre ces différents process. Au final, on a mis en place quelque chose d'assez simple, avec un cluster NATS, avec différents producteurs de messages, des consommateurs de messages. On a vu que les producteurs pouvaient envoyer des messages qui étaient donc reçus par ces consommateurs. Alors une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est le fait que les producteurs qu'on a lancés en premier ont commencé à émettre des messages directement. Par contre, ces messages n'étaient pas traités puisqu'il n'y avait pas de consommateurs pour les utiliser derrière. Et lorsqu'on a mis en place les consommateurs, ils ont commencé à traiter les nouveaux messages qui arrivent. Ça veut dire que les anciens messages étaient perdus. On a la possibilité dans NATS d'assurer la persistance des messages, de façon à ce que les messages qui sont envoyés par les producteurs restent en mémoire, et lorsqu'il y a des consommateurs qui se connectent par la suite, ces consommateurs peuvent recevoir la totalité des messages, et donc éviter la perte de messages. Dans une prochaine vidéo dédiée à NATS, je parlerai de Jetstream, la solution qui permet justement la persistance des messages.